Alors, bienvenue tout le monde à cet appel d'équipe hebdomadaire du mercredi. Merci vraiment de votre présence. Je suis vraiment très, très contente de vous voir là ce soir et je suis très, très, très excitée de vous présenter mon invité ce soir. En fait, je vais vous raconter rapidement comment j'ai rencontré Alexandra. C'était à l'automne dernier. J'ai eu un appel de mon amie Stéphanie qui m'a dit, écoute, on se fait une petite journée de filles au spa. On s'en va jaser. Fait qu'on était trois, quatre filles au spa et Alexandra était là, est arrivée. C'est là que je l'ai rencontrée et qu'elle nous a raconté son histoire, qu'elle pourra probablement vous raconter un petit bout ce soir, qui est vraiment exceptionnel. Une femme super inspirante, qui a même pas encore 30 ans, qui réussit en affaires, qui inspire plein de gens. Vraiment, je suis super touchée qu'elle ait accepté. Et ben c'est ça. Alors, je vais vous la présenter plus officiellement, sans attendre. Alors, allez, Alexandra Villaruel-Abrego, j'espère que je dis bien ton nom. C'est vraiment une femme d'affaires qui est accomplie. Elle est trilingue, elle est coach de vie certifiée, c'est une auteure à succès, conférencière internationale et elle est PDG de la compagnie Ava. Alexandra donne des conférences partout dans le monde, au Canada, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, partout, elle est là. Mais ce qui différencie vraiment Alexandra des autres, c'est avec sa chaîne YouTube, en fait, son émission de télé qui s'appelle Alexandra Télé, qui est diffusée sur YouTube et qui est trilingue, c'est-à-dire qu'elle est en français, en anglais et en espagnol. Donc, tous ces vidéos, toutes ces capsules de motivation, d'inspiration qu'elle fait, elle les fait dans les 3 langues, ce qui prend vraiment un travail exceptionnel. Vraiment, vraiment bravo. Elle atteint plus de 5 millions de personnes dans près de 134 pays différents. Puis Alexandra TV, c'est devenu une ressource en ligne pour tout ce qui a trait au développement personnel, au succès, au coaching, à la spiritualité. Avec son émission, son réseau de coaching, ses formations, ses livres, ses conférences, Alexandra est rapidement en train de devenir un modèle féminin pour les femmes de la génération à venir. Et Alexandra a sorti son livre qui est, on peut dire encore tout chaud, qui s'appelle Beyond Beauty, un livre vraiment exceptionnel qui fait partie de ma table de chevet que je ramasse toujours puis qu'on peut lire un peu comme on a envie au fil de comment on se sent, nos émotions. C'est vraiment un guide sur s'aimer soi-même, la confiance en soi et le pouvoir féminin. Alors, Alexandra, merci et bienvenue à notre conférence d'équipe. Merci d'avoir accepté d'être là avec nous ce soir. Ben, merci beaucoup. Quelle belle introduction. C'est un plaisir d'être ici avec vous toutes. J'adore le fait quand les conférences comme ça se font par Zoom, c'est vraiment le fun parce qu'on peut toutes se voir. Alors, c'est un plaisir d'être avec vous toutes. Puis quand Pénélope elle m'a invitée, ben c'est sûr, j'ai dit ben oui, c'est sûr, ça va me faire plaisir d'être là et de partager non seulement moi, mais aussi de partager quelques astuces avec vous justement pour pouvoir, puis comme j'ai la connexion Internet, je ne sais pas si ça a coupé un petit peu. Je pense que c'est la connexion qui était moins bonne. Oui, tu peux continuer. Est-ce qu'on voit bien? Est-ce qu'on m'entend bien? C'est-tu correct? Oui, on te voit bien, là, oui. On t'entend. Super. Donc, c'est ça. Je vais partager avec vous comme un peu de mon histoire, mais aussi comment pouvoir avoir encore plus de liberté. Je sais que toutes les femmes, dans le fond, quand on se lance en affaires, quand on veut faire plus d'argent, etc., si on creuse au fin fond de tout ça, notre réel désir, eh bien, c'est notre désir pour plus de liberté. Alors, aujourd'hui, je vais faire une petite présentation en rapport à ça. C'est une conférence que je suis quand même assez habituée de faire. D'habitude, quand je vais donner des conférences sur le dessin, etc., donc, je vais faire ça pour vous si ça vous plaît, ça vous convient. Parfait. Super. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Que je vais mettre un petit PowerPoint. Je vais vous partager mon écran. OK? Je vais vous faire un share screen. Alors, vous allez me dire, s'il vous plaît, si vous pouvez bien le voir quand je vais faire le share screen. OK? Alors, ici. Alors, est-ce que vous pouvez voir ici la petite présentation? Oui, tout à fait. Wow, super.
OK, parfait. Donc, comme Pénélope l'a si bien prononcé, bien, mon nom, c'est Alexandra Villaroy-Labrego. Je suis née ici, juste pour, parce que je sais que c'est une question que plusieurs personnes se demandent, mais je suis née ici à Montréal, mais mes parents sont de Bolivie, Amérique latine. Donc, je suis auteure, best-seller depuis le lancement de Beyond Beauty, et je suis très contente de pouvoir dire ça. Conférencière internationale, coach de vie certifiée et présidente des entreprises, oui, AVA ou AVA, bien sûr. Aussi, voyons pourquoi ça ne veut pas changer. Mon ordinateur, on dirait qu'il est un peu... OK, OK, c'est correct. Est-ce que vous voyez bien? Parfait, oui. OK, parfait. Donc, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qui va se passer dans le webinaire d'aujourd'hui. La première chose, ça va être, je vais vous partager mon histoire en rapport à la liberté et comment est-ce que j'ai commencé à aller vers, à vouloir, si je peux dire, atteindre la liberté. Aussi, qu'est-ce qui t'empêche d'être libre? Donc, en d'autres mots, qu'est-ce qui nous empêche tous d'être libres? Quelles sont les 3 clés vers la liberté? Puis aussi, un petit plan d'action pour justement pouvoir atteindre la liberté dans votre vie. Alors ça, c'est moi, une petite photo de moi à mes 19 ans. Ça, c'est aux alentours de 18-19 ans. Dans cette photo, eh bien, j'étais assise dans mon petit cubicule où je travaillais du lundi au vendredi dans une compagnie de télémarketing. Puis ça faisait déjà 1 an que ma vie était comme ça, même un peu plus qu'1 an. Juste pour vous raconter le petit background de qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour que je décide si jeune, parce que c'est à l'âge de 20 ans que j'ai écrit mon premier livre, c'est à l'âge de 20 ans que j'ai démarré mon entreprise et que je suis devenue coach de vie. Eh bien, ce qui est arrivé dans ma vie à ce moment-là, c'est que ça faisait déjà 1 an que j'habitais en appartement avec une amie. Donc, à mes 18 ans, j'étais partie de chez mes parents. J'étais allée habiter en appartement avec une amie. Ça faisait 1 an, étant donné qu'on habitait ensemble en appartement, que je travaillais à temps plein dans un travail que je n'aimais vraiment pas. Puis je suis certaine que plusieurs d'entre vous, peut-être ça vous est déjà arrivé dans le passé, n'est-ce pas, travailler un emploi que tu n'aimes vraiment pas, un emploi qui ne te passionne pas, un emploi vraiment que tu sais que tu dois aller là du lundi au vendredi, attendre désespérément pour que le vendredi arrive, puis détester le lundi. Eh bien, ça, c'était ma vie, puis ça faisait déjà 1 an que ça durait comme ça. Je me souviens que exactement 1 an après être emménagée dans un appartement avec une amie, j'avais fait un rêve. Donc, je dis tout le temps que la vie nous donne constamment des signes. Donc là, je ne sais pas pour vous toutes, mais je suis sûre qu'à un moment donné, quand vous avez décidé justement d'embarquer dans l'équipe de Pénélope, quand vous avez décidé de commencer à changer votre vie, eh bien, c'est comme un signe que la vie vous a donné. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que parfois, la vie nous donne plusieurs signes, on ne les écoute pas. Puis Oprah Winfrey le dit parfaitement bien. Elle dit que dans la vie, c'est comme si s'il y avait un grand mur de briques. Puis, quand la vie te donne un signe, eh bien, c'est comme si une brique te tombait sur la tête. Là, quand tu ignores la brique, eh bien, une autre brique tombe, puis à chaque fois, tu te dis, mais c'était quoi ça? Puis, ça fait mal sur ma tête. Jusqu'à un moment donné, le mur de briques va s'écrouler complètement, n'est-ce pas? Puis c'est un peu ça qui est arrivé, si je peux dire, pour moi, à mes 19 ans, parce que, comme j'ai dit, 1 an exactement après être emménagée dans cet appartement-là, il y a un soir où j'avais fait un rêve très, très bizarre, où que j'étais seule, c'était le milieu de la nuit, je marchais seule dans une ruelle et il faisait froid dans mon rêve, je me souviens. Il y avait un homme qui marchait derrière moi. Il me suivait, puis j'avançais, puis à chaque fois que je regardais en arrière pour voir s'il était toujours là, il était de plus en plus près de moi. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me suis arrêtée de marcher, je me suis retournée, je l'ai regardé, il m'a regardé, puis là, il m'a dit « Viens avec moi ». Puis là, dans mon rêve, je me suis dit « Je peux pas, je dois rester ». Et là, il m'a dit « Mais pourquoi veux-tu rester? Es-tu heureuse où tu es? » Puis là, je me suis dit dans mon rêve, je me suis demandé « Est-ce que je suis heureuse où je suis? » Là, je me suis réveillée, j'ai regardé dans ma belle petite chambre que j'avais décorée avec des meubles un peu trop dispendieux que j'avais toutes mis dans une carte de crédit. Parce que bien sûr, à tes 18 ans, personne t'enseigne c'est quoi un taux d'intérêt, n'est-ce pas? Donc là, tu crois que tu peux ouvrir n'importe quelle carte de crédit, puis j'en avais ouvert comme 10 pour pouvoir acheter, justement, meubler mon appartement. Puis je me souviens que je m'étais réveillée, j'ai regardé autour de moi. J'entendais toujours dans le salon, il y avait des gens qui faisaient la fête parce que le soir d'avant, on avait fait une grande fête pour célébrer le fait que ça faisait 1 an qu'on habitait tous ensemble. À côté de moi, j'avais un jeune homme que moi, j'étais très en amour avec, mais je savais très bien que lui, il n'était pas vraiment en amour avec moi. Puis là, je me suis encore une fois demandé la question que l'homme m'avait demandé dans mon rêve. Je me suis dit, est-ce que je suis heureuse où je suis? Puis la réponse, c'était non. J'étais vraiment pas heureuse où j'étais. Puis là, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, justement, d'arriver à un moment de votre vie où que vous vous rendez compte que, tout va mal. Hein? Parce que je me souviens, j'étais rendu compte, OK, non seulement ma vie amoureuse va mal, mes finances vont vraiment mal. J'avais 19 ans à ce moment-là, j'avais 19 000 $ en dette.
Je savais pas qu'est-ce que je voulais faire de ma vie. Je travaillais un emploi que je détestais. Donc, c'était comme toutes les sphères de ma vie allaient vraiment, vraiment pas bien. Mais rendu à ce point-là, bien, je savais pas qu'est-ce que je voulais faire. Je savais pas qu'est-ce qui allait se passer avec ma vie. Parce que, premièrement, bien, c'est pas comme si je pouvais juste laisser l'emploi où j'étais parce que j'avais des responsabilités, j'avais des factures à payer. Je pouvais pas aller aux études à cause du travail que j'avais. Bien, j'aurais pu dans un sens, mais là, pour pouvoir payer mes dettes, je me disais, OK, alors peut-être qu'une autre solution serait de me trouver un deuxième emploi. Alors là, je recherchais un deuxième emploi pour travailler, je sais pas, 60 ou 70 heures par semaine et ainsi pouvoir payer peu à peu mes dettes. Bref, je me sentais comme dans un trou vraiment coincé. Et encore une fois, j'aimerais ça pouvoir vous voir, mais là, je vois juste le PowerPoint. Mais très souvent, quand je fais des conférences, je demande est-ce que ça vous est déjà arrivé, puis là, les personnes vont dire oui ou non, peu importe, mais bref. Alors, vous pouvez vous demander vous-même si ça vous est déjà arrivé, si vous avez déjà passé justement par des moments comme ça. Puis, je pense que surtout les femmes, n'est-ce pas, les femmes de cette génération, les femmes modernes, on est toutes en train de passer par ça, n'est-ce pas? Donc, peut-être nos arrière-grand-mères et grand-mères, ils passaient par ces moments-là qui questionnaient leur vie, mais étant donné qu'elles n'avaient pas des choix nécessairement, eh bien, c'est comme si le questionnement, il restait là puis rien ne se passait. Nous, on a la chance de pouvoir se questionner puis pouvoir peut-être justement faire changer quelque chose dans notre vie. Bref, après ce soir-là, où j'avais fait ce rêve-là, ben, je m'étais dit, bon, ben, ça va passer, c'est juste une phase que je me sens pas bien, mais les choses vont se replacer, j'imagine, avec le temps. Mais 2 semaines exactement plus tard après avoir fait ce rêve-là, j'ai toujours me souvenir que c'était un matin où j'allais au même travail où j'allais tous les jours depuis déjà 1 an, du lundi au vendredi. Je devais me réveiller à tous les matins à 4 heures du matin pour prendre le premier autobus, parce que je devais prendre 3 autobus pour arriver à ce travail-là à 5h23 du matin. Et là, j'arrivais au travail à 7h du matin, je commençais à 7h30 du matin. Puis, je me souviens que ce matin-là, 2 semaines après le rêve, était vraiment un matin comme les autres. N'est-ce pas? Je m'étais réveillée, très fatiguée, bien sûr. Je m'étais préparée, j'étais allée attendre l'autobus. Il faisait froid dehors, il faisait encore noir dehors, donc le soleil ne s'était pas encore levé. J'étais entrée dans l'autobus et j'étais assise et je regardais autour de moi. Je regardais le visage des gens que ça faisait déjà 1 an que je voyais à tous les matins. Je les connaissais pas, mais je connaissais leur visage. Je savais à quels arrêts ils allaient rentrer dans l'autobus et à quels arrêts ils allaient sortir. Puis je me souviens que pendant quelques instants, je me disais « Wow! Ils ont l'air tellement fatigués. Ils ont l'air tellement vraiment comme épuisés, juste vraiment tannés de devoir se réveiller à tous les matins, d'aller à un travail qui les passionne pas. » Et là, pendant quelques instants, je commençais à me sentir mal pour eux. Je commençais à me dire « Wow! Ça doit vraiment pas être le fun d'être eux et de vivre la vie qu'ils vivent. » Et là, je me suis dit « Mais attends une minute, moi aussi, je suis ici. Moi aussi, je suis dans cet autobus depuis déjà 1 an, puis là, je me sens mal pour eux, mais il est très probable que mon expression faciale soit la même que l'expression faciale qu'eux, ils ont, n'est-ce pas? Donc, il est très probable que moi aussi, quand ils me regardent, ils disent « Pauvre jeune fille qui est ici à tous les matins depuis 1 an, puis ça se voit dans sa face qu'elle est vraiment pas contente. » Puis là, pendant quelques moments, j'ai commencé à me dire « OK, ben c'est peut-être ça la vie, n'est-ce pas? Peut-être que quand t'es enfant, tu sais, on te dit « Oh, crois en tes rêves, puis la Disney World, etc. » et tu crois que tout est possible, mais que là, un jour, tout à coup, à un certain âge, c'est différent pour tout le monde, mais à un certain moment donné, ben, tu deviens adulte officiellement et que là, ben, quand tu es un adulte, tu as des responsabilités, puis tu vas pas nécessairement travailler un travail qui te passionne, puis ça va juste être comme ça ta vie jusqu'à ce que tu puisses finalement prendre ta retraite à un moment donné, puis ça va juste être ça la vie. Puis pendant quelques instants, je commençais à m'habituer à cette nouvelle réalité, à cette nouvelle grande vérité de la vie que je croyais que je venais découvrir. Et là, je sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, je me suis souvenue de quelque chose qui m'était arrivé quand j'étais petite. Donc, c'est pas quelque chose qui m'est arrivé, mais un souvenir que j'avais quand j'étais petite. Aux alentours de l'âge de 9 ans, je me souviens que je jouais toujours dans les choses parce que j'habitais avec ma mère et mes grands-parents, et j'allais toujours fouiller dans les choses à ma mère et mes grands-parents, dans leur tiroir, dans leur garde-robe. Ils n'aimaient pas ça que je fasse ça, mais j'étais enfant unique, OK? Donc ça, c'est mon excuse. Et quand t'es enfant unique, ben des fois, tu dois trouver des façons de pouvoir utiliser ton imagination pour jouer à des jeux. Puis ça, c'était un jeu que j'appelais la détective. Donc, j'essayais de trouver un genre de secret magique ou quelque chose comme ça dans les choses à ma mère ou à mes grands-parents. Puis, à un moment donné, dans le tiroir à ma mère, dans un des tiroirs à ma mère, j'avais trouvé une carte d'affaires. Et c'était la carte d'affaires de mon père.
et j'avais pas vu mon père depuis 4 ans à peu près. Puis, j'avais reconnu la carte d'affaires parce que son nom était écrit dessus, bien sûr, et je l'avais gardé avec moi comme le genre de seul souvenir que j'avais de lui. Puis je sais plus si c'est des semaines après ou des mois après, mais je sais juste que ma mère, elle avait trouvé la carte d'affaires puis on avait commencé à en parler. Et là, à un moment donné, je lui avais demandé euh, c'était quoi le numéro de téléphone qu'il y avait derrière la carte d'affaires. Donc, il y avait le nom d'une clinique, un numéro de téléphone écrit à la main derrière sa carte d'affaires, sur le dos de la carte d'affaires. Puis là, ma mère, elle m'a raconté que quand elle avait rencontré mon père, premièrement, elle était plus jeune, puis elle venait d'arriver au Canada, ça faisait quelques mois vraiment. Elle parlait pas encore ni le français ni l'anglais. Elle travaillait en tant que femme de chambre dans un hôtel en train de nettoyer les chambres. Elle avait pas d'amis, elle avait pas de famille. Puis quand elle était tombée enceinte de moi, eh bien, elle avait dit à mon père, puis elle avait dit, je veux pas avoir d'enfant. Alors, voici le numéro de téléphone. C'était le CLSC, justement, c'était ça le nom de la clinique, c'était le CLSC. Puis, il y avait un numéro de téléphone, puis elle dit va parler avec quelqu'un là pour prendre un rendez-vous pour te faire avorter. Puis là, ma mère, étant donné qu'elle venait d'arriver, ça faisait pas longtemps, puis que, comme je dis, elle connaissait personne, elle avait vraiment pas d'argent, elle s'était dit peut-être que c'est la solution. Qu'est-ce que je vais faire avec un enfant, imagine? Puis lui, il va bien sûr pas vouloir prendre responsabilité, donc peut-être que c'est ça la solution. Alors, elle avait pris rendez-vous. Mais qu'est-ce qui est arrivé de vraiment assez magique avec cette histoire, c'est qu'au moment où ça s'est en train d'arriver, les papiers d'immigration de ma grand-mère pour qu'elle arrive au Canada se sont fait approuver. À ce moment-là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que ma grand-mère est arrivée au Canada, elle a appris que ma mère est enceinte et elle a dit « Si tu te fais avorter, bien moi, je vais m'en aller puis tu ne me verras plus jamais. » Puis elle a dit « Garde l'enfant et t'en fais pas, on va prendre soin de l'enfant ensemble. » Et là, je suis ici aujourd'hui à cause de ça. Quelques années plus tard, me voici. Puis la raison pour laquelle, premièrement, la raison pour laquelle ce matin-là, j'ai pensé à cette histoire, je ne le sais pas. Mais je sais aujourd'hui que je comprends justement que cette histoire m'est venue en tête comme un signe, si je peux dire, de l'univers. Parce que je me souviens que quand j'ai commencé à penser à cette histoire, je me suis dit, mais c'est impossible que je sois venue dans ce monde pour rien faire. Et là, bien sûr, ça, c'est mon histoire à moi, n'est-ce pas? Mais on a toutes des histoires différentes. Donc, peut-être certaines d'entre vous, eh bien, vos parents vous ont planifié pendant très longtemps et ils voulaient vraiment que vous veniez dans le monde et peut-être pendant des années, ils vous ont attendu. Certains d'entre vous aussi, peut-être que vous êtes un peu comme moi, des petites surprises, n'est-ce pas? Mais peu importe comment on vient dans le monde, eh bien, si toutes les étoiles de l'univers se sont alignées en notre faveur, c'était quoi je sais pas si c'est vraiment, c'était quoi les chances que vos parents se rencontrent à un moment donné, qu'ils soient ensemble, qu'ils vous conçoivent, bien sûr, à un certain moment donné. C'était quoi les chances que tout ça vraiment arrive? Je ne sais pas c'est quoi le nombre exact, mais je ne sais pas combien de billions de spermatozoïdes il y a, n'est-ce pas? Donc, quelles étaient les chances que vous gagniez la course, n'est-ce pas? Donc, c'est toujours ça, on a gagné la course. Et justement, ce matin-là, quand j'ai pensé à cette histoire-là, je me suis dit, non, ça se peut pas que je sois juste venue dans cette vie pour naître, pour survivre et là, par la suite, mourir. Il doit y avoir une raison. Et là, je disais, je ne sais pas c'est quoi la raison, mais je vais trouver quelle est cette raison. En ce moment-là, je me suis levée de l'autobus, j'ai sonné la petite cloche que dans ce temps-là, il y avait dans les autobus. Maintenant, c'est des petits boutons, si je ne me trompe pas. J'ai débarqué au prochain arrêt. J'ai traversé la rue, le boulevard, devrais-je dire, pour prendre le prochain autobus dans le sens contraire pour retourner chez moi. Et ce jour-là, j'ai appelé mon travail pour dire que j'étais malade et que je ne pouvais pas rentrer. Puis, je n'étais pas juste malade dans le sens où que je me sentais pas bien à cause que je ne savais pas ce que je vais faire avec ma vie, mais j'étais aussi physiquement pas bien. Je me souviens que j'étais vraiment, vraiment fatiguée. C'était une genre de fatigue que je pouvais dormir 19 heures par jour vraiment et toujours être fatiguée. Donc, le lendemain, j'ai encore fait la même chose. J'ai appelé ce travail-là. J'ai dit que j'étais vraiment pas bien, donc je suis pas allée. Mais le troisième jour, là, bien sûr, j'allais avoir besoin d'une note du docteur. Alors là, je suis allée au docteur, j'ai dit quels étaient mes symptômes, puis j'avais une dépression. Donc là, ça allait vraiment bien, n'est-ce pas? J'avais 19 ans, 19 000 $ de dette, j'étais dans une relation toxique, j'avais pas mon travail, puis là, j'étais en dépression. Donc, c'était vraiment une belle façon de commencer sa vie. Mais qu'est-ce qui est arrivé avec ça? Qu'est-ce qui était vraiment superbe? C'est que, à cause que j'étais en dépression, le docteur, il m'a donné des mois sans aller au travail. Donc, il m'a dit, voici, je pense que c'était 6 ou 9 mois, tu vas pas aller au travail, tu vas prendre soin de toi, tu vas rester à la maison, et etc. Puis, durant ce moment-là, eh bien, c'est là que peu à peu, j'ai commencé, tu sais, ils disent toujours que tu peux pas dans la vie te trouver. Tu sais, les gens disent, tu dois aller trouver qui tu es. Donc, tu dois créer qui tu es, n'est-ce pas? Donc, tu dois créer la personne que toi tu es. C'est ça que j'ai
peu à peu commencé à faire. L'idée de la première version de mon livre Beyond Beauty était née à ce moment-là. Je me souviens, j'étais dans la douche un jour durant ces 6 ou 9 mois, je me souviens plus trop. Puis j'avais eu cette idée-là de « Oh my God, je vais écrire un livre, c'est ça que je vais faire ». Je me souviens quand j'en avais parlé à mes amis, ils avaient tous commencé à rire. Ils avaient dit « Toi, tu vas écrire un livre ». Ben oui, franchement. Mais c'est arrivé parce que 9 mois plus tard exactement, mon livre, il était déjà sorti. Là, si je ne me trompe pas... Ah non, ça, c'est pas encore... là, ça va être l'autre photo d'après où que je vais justement montrer le livre quand j'avais lancé à mes 20 ans, etc. Mais peu à peu, les choses ont commencé à se passer. Mais avant que les choses commencent à se passer et quand on commence à vouloir justement changer notre vie, eh bien, on a très souvent des doutes. Non seulement des doutes internes de nous-mêmes, mais aussi des doutes du monde externe, n'est-ce pas? Donc, je ne sais pas pour vous, mais est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé justement de quand vous vous lancez dans quelque chose, que les gens autour de vous, que ce soit la famille, que ce soit les amis, commencent à dire, mais là, franchement, ça ne va pas fonctionner. Ah non, moi, j'ai entendu l'histoire de cette personne-là, ça n'a pas fonctionné, tu ne devrais pas essayer, etc. Donc, pour moi, c'était vraiment ça le discours que j'entendais autour de moi. Dans ma famille, il n'y avait eu aucun entrepreneur vraiment. Je connaissais personnellement aucun entrepreneur, aucune personne qui ait justement sa propre entreprise. Donc, pour moi, de dire que je vais créer mon entreprise et je vais être coach de vie, là, on s'entend qu'on était en 2009, n'est-ce pas? 2009-2010, donc coach de vie. Quand tu disais que tu es une coach de vie à quelqu'un, mais personne ne savait c'était quoi. Les gens étaient comme, qu'est-ce que ça? C'est quoi ça? Tu sauves les gens à la natation? C'est ça une réponse qui me venait très, très souvent. Donc, il y avait toujours des discours très, très, très négatifs. Quand ça vient à créer, on va dire, une entreprise, quand ça vient à vouloir faire plus d'argent, toutes ces choses-là, comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps, avant que je commence la présentation, eh bien, tout ça, c'est basé sur notre désir pour avoir plus de liberté dans notre vie. Si on creuse vraiment à tout ça. Mais quand ça vient à la liberté, eh bien, il y a toujours 3 mythes qui sont attachés à la liberté. Donc, le premier mythe de la liberté, eh bien, c'est « je dois faire plus d'argent pour être libre ». Donc, les personnes vont toujours dire « OK, il faut que si je veux être libre, je dois devoir faire plus d'argent ». Un autre mythe, c'est « je n'ai pas encore d'argent, alors je n'ai pas besoin d'apprendre sur la liberté, d'en apprendre sur la liberté ». Et un autre mythe, c'est « je vais avoir besoin de beaucoup d'argent pour être libre ». Par contre, quand ça vient à ces 3 mythes-là, eh bien, en réalité, c'est le contraire. Donc, c'est pour être libre je devrais dire pour avoir plus d'argent, eh bien, en premier, tu dois réaliser que tu es déjà libre. Ensuite, pour pouvoir avoir de la liberté, eh bien, tu dois avant apprendre déjà comment gérer ton argent. Si tu veux avoir plus d'argent, en premier, tu dois apprendre ça. Puis aussi, un peu la même chose, justement, si tu veux avoir de la liberté, eh bien, si tu veux avoir beaucoup d'argent, tu dois en premier réaliser que tu es libre. Et ça, c'était pas quelque chose que, dans ce temps-là, je comprenais. Par contre, en 2010, 2011 et 2012, eh bien, les choses ont commencé à s'enchaîner pour moi. Les choses ont commencé à fonctionner. Premièrement, j'ai lancé mon premier livre, Beyond Beauty. J'ai aussi commencé ma chaîne YouTube à ce moment-là. La raison vraiment derrière le lancement de ma chaîne YouTube, Alexandra TV, eh bien, c'était pour faire la promotion de mon livre. Parce que là, mon livre était sorti en 2010, en octobre de 2010, mais à part ma mère et ma grand-mère, ben, il n'y avait pas personne qui allait l'acheter. Alors, je me suis dit, bon, ben, je vais commencer à faire des vidéos sur YouTube. Encore une fois, on s'entend qu'en 2010, personne ne faisait des vidéos sur YouTube et surtout pas en français ou en espagnol. En anglais, il y avait déjà aux États-Unis beaucoup de YouTubeurs, mais il y avait presque personne qui faisait dans d'autres langues. Mais j'avais commencé et là, quelques années plus tard, juste cette semaine, on a dépassé 70 000 abonnés. Donc ça, c'est une très, très bonne chose. J'aurais jamais imaginé dans ce moment-là. Moi, je pensais faire 3 vidéos pour parler de mon livre et après, c'était tout, mais finalement, c'est arrivé. Après, j'ai aussi eu l'opportunité justement de donner des conférences un peu partout. Dans le monde. J'ai aussi une boutique en ligne dans laquelle j'ai beaucoup, beaucoup de différents produits de toutes sortes pour les femmes surtout. Donc, tout ce qui intéresse, tout ce que nous, les femmes, ça nous intéresse, que ce soit l'organisation, que ce soit l'amour-propre, que ce soit le succès, bref, les habitudes positives, etc. Eh bien, j'ai tout ça dans ma boutique. Ça, c'est justement la petite photo que vous voyez ici, là. Ça, c'est le lancement de mon livre. Ça, c'est des conférences. Ça, c'est une conférence à Paris que j'ai faite l'année dernière. C'était dans la ville de Québec. Ça, c'était ici, à Montréal. Je ne sais pas si vous connaissez Annie Letourneau pour Femmes, Succès et Argent. Bien, elle m'avait invitée sur sa scène. À part de tout ça, moi, je dis toujours que qu'est-ce qui est le plus important, si je peux dire, dans tout ce qu'on fait, c'est la connexion humaine, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on veut tous à la fin de la journée aussi, c'est la connexion humaine, c'est de connecter avec les gens. Donc, à travers la carrière
que j'ai créé au cours des 7 dernières années, bien, j'ai eu l'opportunité de rencontrer, passer du temps avec des gens vraiment extraordinaires, puis de créer de très, très beaux souvenirs. Et si Pénélope, tu es là, tu es dans la photo, est-ce que tu te vois? Oui, C'était notre première journée au spa. On doit bientôt en refaire une autre en passant. J'ai parlé avec oui, l'autre jour oui. en passant. Mais bref, alors comment j'ai fait pour réussir? Là, comme j'ai dit au début, eh bien, je veux partager avec vous tout ce qui a rapport avec la liberté, n'est-ce pas? Et comment est-ce que vous allez pouvoir réussir à être plus libre, que ce soit financièrement, que ce soit émotionnellement, que ce soit vraiment dans tous les sens. Puis je vais aussi, vers la fin, partager une histoire que j'ai eue en rapport à la liberté pour que aussi vous compreniez l'importance de la liberté interne. Très souvent, on se concentre sur la liberté externe et non sur la liberté qu'il devrait y avoir toujours à l'intérieur de nous. Alors, je pourrais partager avec vous 1 million de conseils, OK? Ici, ça, c'est le genre de conseils qu'on entend partout. Donc, il faut faire des sacrifices, il faut travailler fort, il faut être dévoué, il faut avoir une stratégie gagnante, une vision très claire, un pourquoi, une mission. Bref, il y a plein de choses. Il y en a certains que je vais partager avec vous dans quelques instants. Mais la liste ne se termine jamais pour quand ça vient avoir du succès. Mais voici ce que j'ai pu découvrir, je veux dire, excusez-moi, à travers les années. J'ai découvert, ou je devrais dire mon secret pour vraiment réussir, eh bien, c'est la pyramide de la plénitude et j'ai mis AVA à la fin parce que c'est comme ma petite création, puis AVA, c'est Alexandra Villaroel-Abrego. Je vais vous expliquer qu'est-ce que tout ça, ça signifie, puis pourquoi, justement, c'est important que vous compreniez ceci, OK? À la base de la pyramide, qu'est-ce qu'on a? C'est les 3 besoins de l'être humain. Okay? Donc, tous les êtres humains, nous avons 3 besoins de base. Donc, le premier besoin, c'est le besoin de la croissance. Le deuxième besoin, c'est le besoin de la sécurité. Et ensuite, on a le besoin de la raison d'être. Avant de pouvoir atteindre la liberté dans votre vie, la première chose que vous devez comprendre, c'est que vous devez satisfaire ces 3 besoins de base. Donc, tu peux pas avoir de la liberté si tu n'as pas encore de sécurité. Crois-moi que ça va être très, très, très difficile de vouloir atteindre la liberté que tu veux, que ce soit financière ou peu importe, si tu sais même pas comment tu vas faire pour manger demain, n'est-ce pas? Si tu te sens pas en sécurité, si, on va dire, s'il y a un tueur en série qui te poursuit partout, bien, c'est sûr que c'est difficile de te sentir en pleine plénitude, n'est-ce pas? Donc, la base vraiment de tout, c'est avoir de la sécurité. Aussi, il faut avoir une raison d'être, n'est-ce pas? Donc, savoir, OK, quelle est ma raison d'être? Pourquoi est-ce que je suis ici dans ce monde? Comment est-ce que je peux contribuer que ce soit dans ma communauté ou que ce soit dans le monde entier? Et aussi, il faut constamment être dans un état de croissance. Donc ça, je me souviens quand j'avais créé en premier, j'avais juste créé les besoins. Puis je me souviens que je me disais, mais il manque quelque chose. Il manque, il me semble que tu peux avoir de la sécurité, tu peux avoir une raison d'être. Dans quelques instants, je vais partager avec vous quels sont les 2 désirs aussi, puis le sommet de la pyramide. Je me disais, tu peux avoir toutes ces choses-là, mais il me semble qu'il manque quelque chose. Puis je me disais, ben oui, c'est la croissance. Donc, en tant qu'être humain, si on n'est pas en train de croître, on est en train de mourir. Quand ces 3 besoins de base, donc demandez-vous dans votre vie présentement, est-ce que ces 3 besoins de base sont satisfaits? Est-ce que vous avez de la croissance dans votre vie? Est-ce que vous êtes constamment en train de croître? Moi, je pense que oui, parce que si vous êtes ici, n'est-ce pas, si vous participez aux appels hebdomadaires de Pénélope, bien, c'est sûr et certain que vous êtes constamment en train de croître, que vous cherchez constamment à croître. La sécurité, demandez-vous dans votre vie, est-ce que vous vous sentez en sécurité personnelle, en sécurité financière aussi, n'est-ce pas? Donc, avoir une certaine stabilité. Et ensuite aussi une raison d'être. Est-ce que vous savez pourquoi vous faites ce que vous faites, n'est-ce pas? Est-ce que vous sentez que vous êtes en train de contribuer d'une façon ou d'une autre? Ensuite, en haut de la pyramide, eh bien, sont les désirs, OK? Nous avons 2 désirs en tant qu'être humain. Ça, j'en parle un peu, si je ne me trompe pas, je pense que j'en parle dans Beyond Beauty, mais récemment, j'en parle beaucoup. Je parle de l'énergie féminine et l'énergie masculine qui se trouve à l'intérieur de nous tous, n'est-ce pas? Donc, qu'on soit homme ou femme, nous avons tous de l'énergie féminine et de l'énergie masculine. L'énergie féminine à l'intérieur de nous tous, son désir le plus grand, son désir ultime, eh bien, c'est l'amour. L'énergie masculine à l'intérieur de nous tous, son désir le plus grand, son désir ultime, c'est la liberté. Donc, quand tu as un équilibre entre ces 2 énergies à l'intérieur de toi, eh bien, tu désires autant l'amour que la liberté.
Si tu n'as pas d'équilibre, si par exemple, tu recherches de la liberté constamment, et c'est ça vraiment ta comme priorité numéro un et tous tes rêves présentement sont basés sur ça. Donc, si par exemple, tes rêves, c'est de démarrer une entreprise, c'est de faire plus d'argent, c'est de voyager à travers le monde, eh bien, ça se peut que ton grand désir, ça soit justement, ou pas que ça se peut, mais c'est que ton grand désir, c'est la liberté. Et cela signifierait justement que ton énergie prédominante serait l'énergie masculine, ce qui est complètement correct parce que, comme je l'ai dit, c'est une question de avoir ces deux énergies à l'intérieur de nous. Si par contre, tes désirs présentement sont par exemple de fonder une famille, de te marier ou de trouver le grand amour, eh bien, ça veut dire que ton désir le plus grand, eh bien, c'est l'amour et que tu as plus d'énergie féminine à l'intérieur de toi. Il y a des périodes dans notre vie où on va avoir plus d'énergie féminine, d'autres où on va avoir plus d'énergie masculine. Comme j'ai dit, si tu veux arriver à cette deuxième étape, si tu veux arriver à réaliser tes désirs, que ce soit les désirs qui sont basés sur l'amour ou les désirs qui sont basés sur la liberté, tu as besoin d'avoir tes trois besoins satisfaits, vraiment. Donc, tu ne peux pas arriver au deuxième niveau de la pyramide si tu n'as pas tes besoins qui sont satisfaits. Et finalement, au sommet de la pyramide de la plénitude AVA, eh bien, nous avons la paix d'esprit. Quand nous allons réaliser tous nos désirs, quand nous allons avoir satisfait tous nos besoins, c'est là qu'on peut finalement avoir de la paix d'esprit. Et à la fin de la journée, l'être humain, c'est ça que nous désirons le plus. Même si on ne le dit pas comme ça, même si on ne dit pas « moi, mon plus grand désir, moi, ce que je veux vraiment dans la vie, c'est avoir de la paix d'esprit », c'est ça que nous voulons vraiment et que nous recherchons le plus à travers toutes nos actions et qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Donc ça, c'est la pyramide de la plénitude. C'est qu'est-ce que j'ai pu voir, c'est aux alentours de l'âge de 22 ans que j'avais réalisé tout ça, que j'avais créé, si je peux dire, tout ça, en regardant dans ma vie pourquoi est-ce que je réalisais pas mes désirs quand ça venait à soit l'amour ou soit la liberté. Puis c'est là que j'ai pu voir que j'avais peut-être des besoins qui n'étaient pas encore comblés, que j'avais besoin de combler avant de pouvoir arriver justement à la prochaine étape de la pyramide et ainsi de suite. Les deux erreurs communes que les gens vont faire quand ça vient à arriver, puisque là, bien sûr, je vais me concentrer sur le côté de la liberté. Quand ça vient à vouloir réussir, quand ça vient à vouloir avoir plus de liberté, bien, c'est dépendre de ton désir de réussir, n'est-ce pas? Donc, penser que juste parce que tu désires réussir, que tout va bien fonctionner, parce que c'est pas tout. Il faut, comme je dis, que premièrement, tu aies tes besoins comblés, et etc. Et ensuite, attendre à l'année prochaine pour être prêt. Ça, c'est une chose que plusieurs personnes vont faire, n'est-ce pas? C'est qu'ils vont se dire, je vais attendre l'année prochaine, je vais commencer à travailler vers mes rêves, mes buts, et etc., ou ma liberté, pour atteindre ma liberté à l'année qui s'en vient. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Là, maintenant, je vais partager avec vous la pyramide de la liberté, encore une fois, AVA. Et là, vous allez pouvoir voir, je veux que quand je vais partager ça avec vous, que vous réalisiez, OK, où est-ce que vous en êtes rendu avec votre pyramide de la liberté? Avant, bien sûr, demandez-vous premièrement si vos trois besoins présentement sont comblés, n'est-ce pas? S'ils ne le sont pas, bien, demandez-vous, OK, sur lequel que je dois travailler et dites-vous, OK, c'est peut-être pour ça que je n'ai pas encore atteint la liberté que je désire. Là, je partager avec vous quelles sont les étapes. Quand vous arrivez à commencer à réaliser votre désir de la liberté, eh bien, quelles sont les étapes qui vont vous emmener vers ça? L'étape de base, la première étape, c'est la liberté émotionnelle. Tu ne peux pas avoir de la liberté dans le monde physique si tu ne l'as pas à l'intérieur de toi. Tout ce qu'il y a dans ton monde externe, dans ta réalité externe, est tout simplement un reflet de ton monde interne. Donc, il faut absolument que tu aies ça. Tu vas voir dans l'histoire que je vais partager avec toi à la fin, tu vas comprendre un peu plus, parce que moi, j'ai pu comprendre comment à l'âge de 22 ans, je voulais tellement avoir la liberté jusqu'à ce que quelque chose m'arrive de très dramatique dans ma vie. C'est là que j'ai réalisé que j'avais déjà la liberté. Ça m'a donné la liberté émotionnelle à l'intérieur de moi. Et finalement, j'ai pu manifester la liberté externe, n'est-ce pas, la liberté financière, et etc. Après que tu passes par cette étape, eh bien, tu vas arriver au revenu actif, OK? Donc, la majorité des gens, et ça, c'est à moins que vous soyez né dans une famille riche, à moins que vous ayez gagné la loterie, à moins que vous ayez eu une somme d'argent qui vous est arrivée chez vous magiquement, mais n'importe quelle personne va avoir besoin de passer par cette étape-là pour pouvoir arriver aux prochaines étapes. Les revenus actifs, ça veut dire bien sûr travailler pour quelqu'un vraiment en réalité, donc pour une entreprise par exemple ou quelque chose. Alors, nous passons tous toujours par cette étape-là. Donc, travailler, on va dire un 9 à 5, n'est-ce pas? Donc, pas être libre de votre temps et tout ça.
Par la suite, quand vous passez par cette étape-là, la deuxième étape, ça va être d'économiser. Mais là, ça ne va pas être d'économiser juste pour économiser, OK? Parce que le but de vos économies vont être de vous emmener à investir, OK? À investir en quoi? En la création de revenus passifs. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous arrivez vous commencez votre vie, la majorité d'entre nous, comme je dis, on commence en ayant des revenus seulement actifs. Par la suite, ça nous amène à la prochaine étape qui est d'économiser un peu d'argent, mettre ça de côté. Investir, mais investir dans la création de vos revenus passifs. Donc, les revenus passifs, bien sûr, c'est un peu ce que vous faites en faisant partie justement de l'équipe de Pénélope, c'est de créer des revenus que vous n'avez pas besoin d'être là en train d'échanger votre temps, n'est-ce pas? En train d'échanger votre temps pour de l'argent. Une erreur que beaucoup d'entrepreneurs vont faire et que moi, pendant très longtemps, j'ai fait, eh bien, c'était que j'étais allée de la liberté émotionnelle jusqu'à les revenus actifs. Là, j'avais économisé un peu, j'avais pu investir justement à créer mon site Internet, à faire ma certification de coach de vie, et etc. Là, j'avais justement commencé à créer des revenus passifs, mais non, même qu'avant de commencer à créer des revenus passifs, après avoir investi, eh bien, j'étais revenue à des revenus actifs parce que là, j'étais devenue coach de vie. Puis là, encore une fois, j'échangeais mon temps pour de l'argent. Et encore une fois, mais j'avais pas de liberté. Et ça, c'est une erreur que beaucoup d'entrepreneurs vont faire, c'est qu'ils vont passer par toutes ces étapes-là pour par la suite revenir aux revenus actifs encore une fois. Donc, tu veux pas ça. Tu veux aller de la base de la pyramide jusqu'au sommet, que c'est multiplier tes revenus passifs. Donc, après avoir créé, on va dire, un revenu ou quelques revenus passifs, bien, tu veux les multiplier de différentes façons. Je ne vais pas, évidemment, rentrer trop en détail dans tout ça parce que c'est un autre thème complètement différent. Mais ça, c'est qu'est-ce que vous devez comprendre quand ça vient à atteindre la liberté dans votre vie, à pouvoir arriver au sommet de cette pyramide-là qui est justement de multiplier vos revenus. Donc, demandez-vous présentement, où en êtes-vous? Êtes-vous à essayer de créer de la liberté émotionnelle? Êtes-vous à créer des revenus actifs? Êtes-vous à être en train d'économiser, à investir, à avoir déjà des revenus passifs? Ou êtes-vous rendu au sommet qui est de multiplier vos revenus passifs? Donc là, je vais partager avec vous avant de terminer. Si je ne me trompe pas, on est rendu on est rendu à presque la fin. Juste 3 clés vers la liberté. C'est 3 clés très, très connues, mais je pense que ça va toujours être les clés comme classiques, n'est-ce pas? Quand quelque chose est classique, tu ne veux pas changer la formule, puis tu veux vraiment le garder à ça. Si tu veux arriver vers la liberté, mais la première chose que tu as besoin, n'est-ce pas, comme on dit tout le temps, eh bien, c'est d'avoir une mission. Donc, savoir le pourquoi de qu'est-ce que tu es en train de faire. Alors, pourquoi est-ce que tu sens que le travail que tu fais est important? Pourquoi est-ce que, justement, en étant dans l'équipe de Pénélope, eh bien, je suis sûre que vous avez une très, très belle mission. Alors, juste de vraiment comprendre ça et de vous la répéter à tous les jours, vraiment, pour vous souvenir pourquoi vous êtes en train de faire, qu'est-ce que vous faites. Surtout s'il y en a certains d'entre vous qui sont peut-être en train de commencer, dans les débuts, c'est toujours plus difficile, n'est-ce pas? Quand on commence quelque chose, il faut faire beaucoup de sacrifices. C'est pas facile. Alors, c'est là qu'on doit toujours se souvenir le pourquoi de qu'est-ce qu'on fait. Si notre pourquoi n'est pas suffisamment grand, si notre mission n'est pas suffisamment grande et puissante, eh bien, c'est sûr qu'on va laisser tomber. C'est sûr qu'on va abandonner. Ensuite, on doit avoir une vision. Donc là, c'est justement la petite image avec le chose pour la vision, parce qu'il faut savoir où est-ce qu'on s'en va, n'est-ce pas? Donc, si je vous demandais, on va dire ce soir, de faire un petit exercice, c'est un exercice que je dis toujours à mes étudiantes de faire, c'est d'écrire un script de votre vie, un script dans 5 ans. À quoi votre vie va ressembler, mais de le faire au temps présent. Donc, par exemple, commencer en disant « Je suis tellement heureuse maintenant que finalement, j'ai créé ça. Finalement, j'ai ça. Je vois autour de moi ça. » Donc là, juste faites un genre de paragraphe ou même une feuille entière de votre vie idéale, d'à quoi vous voulez que votre vie soit dans 5 ans, puis essayez de lire ça à tous les jours. Moi, je me souviens que surtout au début, là, je devrais recommencer encore une fois parce que c'était vraiment quelque chose de le fun, mais en ce moment, quand je lis mon script d'avant, quand j'avais écrit en 2010, eh bien, toutes les choses qu'il y a dans ce script-là, c'est comme ça que je l'appelle, eh bien, aujourd'hui sont ma réalité, n'est-ce pas? Donc, c'est vraiment incroyable parce que je crois au pouvoir du subconscient, je crois aussi en la loi d'attraction, etc. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir une vision très, très, très forte qui va aussi nous aider à ne pas nous distraire, n'est-ce pas? Quand ta vision est très forte, eh bien, tu ne te laisses pas distraire par toutes les distractions qui vont venir, qui viennent dans le chemin de n'importe quel entrepreneur ou de n'importe quelle personne qui désire réaliser ses rêves ou qui veut atteindre justement la liberté. Et là, finalement, bien sûr, eh bien, c'est la stratégie. Il faut savoir comment vous allez arriver comment vous allez y arriver, n'est-ce pas? Comment vous allez atteindre
qu'est-ce que vous voulez atteindre. Donc, quelles sont les étapes à prendre. C'est sûr et certain que je crois toujours à, comme on dit en anglais, surrendering. OK? Donc, il y a un certain moment dans le chemin vers vos rêves que vous allez au début savoir quelle est votre vision, votre mission. Là, vous allez commencer à avancer vers ça. Vous allez savoir quelle est votre stratégie, mais à un certain moment donné, quand on fait de notre mieux, quand on donne son 100%, quand on se tue à faire que les choses réussissent, ben, à un certain moment donné, comme on dit en anglais, il faut surrender. Puis surrender, ça veut dire juste dire à, peu importe comment vous voulez l'appeler, l'univers ou Dieu, ou peu importe, dire, c'est quoi Dieu, j'ai fait de mon mieux, j'ai donné mon 100%, alors maintenant, aide-moi, puis fais que les choses se passent. Donc oui, je crois que l'être humain, nous devons avoir une stratégie, mais je crois qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont faites dans le milieu, si je peux dire, divin. Donc j'ai aussi ce petit côté spirituel que j'aime beaucoup partager aussi avec mes étudiantes. Mais je pense que c'est important. C'est important de, oui, savoir comment on va y arriver, mais aussi de comprendre, eh bien, qu'il va y avoir de l'aide divine dans tout ça et dans tout ce qu'on fait. Alors, quand ça vient justement à la stratégie, il va y avoir des essais-erreurs que vous allez faire. Vous devez aussi avoir des formations, n'est-ce pas? Et aussi, vous devez avoir du coaching. Puis justement, qu'est-ce que Pénélope, elle fait pour vous? Eh bien, c'est vraiment extraordinaire d'avoir ce coaching-là. Maintenant, je vais terminer avec cette petite photo pour vous raconter une dernière histoire. Donc là, comme vous pouvez me voir, je suis devant le palais de justice. Ici, j'avais 22 ans. C'était en 2012, plus précisément. Cette photo a été prise le 17 octobre 2012. Laissez-moi revenir ici à l'écran pour vous voir. Sharing has stopped. OK, super. Est-ce que vous pouvez maintenant me voir? Oui, c'est bon. OK, super. Donc, je vais finir par partager une petite histoire. Je la raconte quand je suis sur scène, quand je fais des conférences, puis ça finit toujours avec cette histoire-là. Une chose que je me souviens quand j'avais commencé, comme je vous ai dit, à l'âge de 20 ans, c'était en 2010. Pendant 2 ans, j'avais travaillé vraiment, vraiment fort. J'avais vraiment fait beaucoup de sacrifices. Je m'étais donnée à 100% dans ce que je faisais. Il y avait des fois où que je devais manger du thon en canne pendant des semaines. C'était vraiment, vraiment pas facile du tout. Puis je me souviens qu'en 2011, c'était en 2012, en début d'année 2012, aux alentours de janvier, j'étais allée en voyage avec ma famille parce qu'on était allé en Bolivie d'où mes parents, grands-parents, etc. ils viennent. Puis, parce que mon grand-père était décédé, donc on était allé laisser ses cendres et tout ça. Puis, en revenant, quand on était allé, je me souviens, il y a un festival qui s'appelle Festival de la Citas là-bas. Puis, dans ce festival-là, eh bien, ils vendent des petites figurines, c'est comme des petits stands, des petites figurines, des boîtes miniatures, voitures. Ils vendent aussi des maisons en miniature. Puis, qu'est-ce que ça signifie? C'est que quand tu achètes, on va dire, une maison miniature, quand tu achètes une voiture en miniature, bien, ça veut dire que dans la prochaine année qui s'en vient, tu vas avoir ça, n'est-ce pas? Donc, tu vas t'acheter ta maison, que tu vas t'acheter ta voiture, etc. Mais dans les petits kiosques, eh bien, ils vendent aussi comme des billets que c'est écrit dessus non para uso legal en espagnol, donc ça veut dire not for legal use, pas pour utiliser légalement. Donc, c'est comme des faux billets, mais en papier qu'on pourrait imprimer sur l'ordinateur. Puis ça, c'est pour emmener de la prospérité, n'est-ce pas? Donc, quand je me souviens, ils me l'avaient vendu, ils avaient dit voici les billets, puis tu les mets dans ton portefeuille, puis ça va t'emmener de la prospérité, de l'argent dans ta vie. Et moi, dans ce temps-là, je me souviens, j'avais entendu une entrevue de Tony Robbins, qui avait dit que lui, quand il avait vraiment pas d'argent, qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il gardait 3 billets de 100 dans son portefeuille. Puis à chaque fois, il faisait juste les regarder. Mais je me souviens, je me disais, ouais, moi, j'ai pas 3 billets de 100, donc je peux même pas avoir ça. Mais là, quand j'avais vu ça, j'étais comme, c'est parfait. Je vais mettre ça dans mon portefeuille. Évidemment, c'est des faux billets que tu peux voir, c'est des faux billets. Tu peux pas utiliser ça nulle part. Tu le laisses là. Parfait, super. Par contre, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que c'est ça, justement en janvier de 2012, j'étais allée en voyage, puis en revenant à l'aéroport, eh bien, il faisait une fouille normale de tout le monde. Ils étaient en train de voir à travers les choses des gens. C'est souvent, ils vont arrêter les personnes. Je me souviens, j'étais avec ma mère. Puis, j'étais au kiosque avec la douanière, puis je me souviens qu'elle commence à me demander des questions, et etc. Puis là, elle regarde dans mon portefeuille, puis elle dit, c'est quoi ça? Puis je dis, ben, c'est des faux billets. Puis elle me dit des faux billets. Et comme tu n'es pas censé avoir ça, des faux billets. Je dis non, c'est pas des faux billets. Puis là, je lui explique, n'est-ce pas, c'était quoi, puis pourquoi j'avais ça dans mon portefeuille. Puis je dis, non, regarde, c'est écrit dessus, non para uso legal, not for legal use. C'est pas des vrais billets, vrais faux billets. Puis là, elle dit, oui, je comprends, mais c'est quand même, tu n'es quand même pas censé avoir ça. Là, je suis comme, OK, mais si j'aurais des faux billets, si je voyagerais pas avec ça, me semble, je passerais pas la frontière avec ça en bord de baie, ça n'avait pas de sens. Puis là, je me suis dit, OK, j'allais voir mon superviseur. Son superviseur, puis elles sont revenues.
son superviseur, lui, il voulait rien comprendre. Il disait, ben, c'est pas grave, tout le monde pourrait dire ça. Là, je suis comme, mais parce que c'est pas des vrais billets, ça se voit. Puis cette journée-là, ils ont appelé la police. Puis la police m'a arrêtée cette journée-là. J'avais 22 ans. J'avais pas d'argent en plus. J'étais dans une période de ma vie où justement je voulais tellement la liberté. Tu sais, comme ma plus grande priorité, c'était je veux être libre, je veux pouvoir réussir dans mon entreprise. Je travaillais à temps partiel dans une boutique de vêtements pour pouvoir payer le minimum. Puis tout l'argent que je faisais à peine dans mon entreprise allait être réinvesti dans l'entreprise, justement. Puis là, cette journée-là, quand ils m'ont arrêtée, finalement, après des heures à l'aéroport, que ma mère, la pauvre, elle paniquait, ils la laissaient pas rentrer dans la salle, elle savait plus quoi faire, elle courait partout, tu sais. À l'aéroport, ils ont finalement dit, OK, on va laisser aller, on va envoyer les billets à Ottawa. Si c'est vraiment considéré comme des faux billets, ben on va te contacter. Là, j'étais sûre que c'était fini, l'histoire, que ça allait plus jamais se passer, que tout était correct, que franchement, c'est pas des faux billets. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que quelques mois plus tard, en juin de 2012, je vais toujours me souvenir, c'était une journée que je revenais de chez ma mère qui habitait à Vaudreuil, puis j'arrive chez moi, j'ouvre ma boîte aux lettres, puis là, je vois une carte, une enveloppe brune, puis dessus, il y avait, c'était écrit en rouge, avec une genre d'étampe rouge, cour criminelle. Puis là, à ce moment-là, j'ai su, puis mon cœur a juste tombé. J'ai ouvert la carte, puis ça dit accusation, possession de faux billets, jusqu'à 17 ans en prison. Et là, je ne pouvais pas croire que c'était en train de m'arriver, moi qui voulais être justement conférencière internationale. Je me disais, quand que je vais voyager, comment que je vais pouvoir faire, qu'est-ce que je veux faire, je ne pouvais pas croire. Je sentais que j'étais la personne, je sentais qu'il y avait comme eu un mauvais sort sur moi ou quelque chose. Puis là, je me souviens que la première journée en cours, c'était à peu près un mois plus tard. Là, en plus de ça, en plus de pas avoir d'argent, mais il fallait que je me paye un avocat, n'est-ce pas? Un avocat criminel, super. Là, finalement, c'est ça, la première journée qu'on était en cours, on était sûr qu'ils allaient enlever les accusations. Finalement, ils n'ont pas voulu enlever les accusations. C'est l'étude préliminaire qu'ils n'ont pas voulu enlever. Après, ils nous ont donné une deuxième date en cours, encore une fois pour une deuxième étude préliminaire, parce que mon dossier allait des mains d'un procureur à un autre. Donc, il n'y avait comme pas de procureur qui avait pris le dossier. Donc, c'était comme ça se faisait envoyer d'un côté à l'autre. Finalement, la deuxième date en cours, ils disent non, vraiment, il n'y a rien à faire. Et là, ils nous donnent une date pour mai 2013 pour aller en cours devant un jury de 13 personnes, vraiment, puis faire un procès, etc., et quelque chose de très, très... Je croyais que j'étais dans un film. Je croyais que la vie était un film. Puis je me souviens que toute cette période-là, cet été-là, l'été de 2012, a été l'été le plus libérateur, justement, en parlant de liberté de ma vie. Pendant tellement longtemps, puis là, je ne sais pas bien sûr où vous en êtes toutes rendus quand ça vient au développement de vos affaires, et etc., et comment ça se passe, mais je sais c'est quoi quand on commence quelque chose puis on veut vraiment réussir, puis les choses ne se passent pas nécessairement comme on veut. Puis tu donnes ton 100%, puis tu ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas encore. Puis tu te sens frustré. Puis je me souviens, ça fait pas trop longtemps, j'ai fait un Facebook Live, j'en fais très rarement, mais j'en ai fait un où que je parle des 3 étapes pour arriver à la vie que tu désires. Puis l'étape qui est au milieu, par laquelle n'importe quelle personne passe, eh bien, c'est comme on dit en anglais, le dark night of the soul, la nuit obscure de l'âme, que ça s'appelle. Puis cette étape-là, c'est où que tu n'es plus l'ancienne version de toi-même. Donc, tu n'es plus l'ancienne personne que tu étais. Donc, les amis que tu avais avant, les personnes avec qui tu passais du temps avant, c'est comme si tout à coup, vous n'avez plus les mêmes conversations, vous ne comprenez plus, eux, ils ne te comprennent plus, ils pensent que tu es folle, ils ne comprennent pas pourquoi tu fais, qu'est-ce que tu fais. Là, par contre, tu n'es pas encore la nouvelle version de toi-même. Donc, tu n'es pas encore arrivé à être cette version que tu sais que tu peux être, n'est-ce pas? Donc, ta réalité n'est pas encore la réalité idéale que tu veux avoir. Donc, tu es comme au milieu. C'est comme une phase bizarre au milieu où que c'est comme, tu parles à pas vraiment grand monde, tu te sens très seule. Je me souviens que je passais vraiment des semaines parfois sans que mon téléphone sonne, à part que ce soit ma maman qui m'appelait. Puis c'était juste une phase très, très, très particulière, justement. Et durant cette phase-là, c'était frustrant. Parce que durant cette phase-là, eh bien, je voulais pas être où j'étais. Ma vie dans le moment présent n'était vraiment, mais vraiment pas ce que je voulais qu'elle soit. Donc, j'essayais constamment de vivre dans le futur. J'essayais constamment d'avancer plus vite. J'essayais constamment de pouvoir réussir plus vite. Puis, je me sentais pas libre. Puis, je me sentais pas heureuse. Je me sentais pas bien. Puis là, ça arrive. Là, tout à coup, la vie que je voyais dans le futur, cette vision, n'est-ce pas? Tantôt, j'ai parlé de la vision. Oui, c'est important d'en avoir une, mais tout à coup, la vision que j'avais et cette version de moi-même que je voulais être, elle venait de se faire détruire parce que je savais plus que ça allait être possible.
mon avenir, moi, pendant si longtemps que je croyais que mon avenir allait juste dépendre de moi, bien, tout à coup, c'est comme si j'avais plus le contrôle sur rien. La seule chose que j'avais et qui me restait, c'était le moment présent. Et c'était la seule chose que j'avais. Là, je vais toujours me souvenir en août de 2012, ma maman, parce qu'elle voyait que j'étais vraiment, vraiment pas bien. J'étais non seulement déprimée à cause de ça, mais c'était beaucoup d'anxiété. Donc, je me souviens, après avoir reçu cette lettre-là par la poste, j'avais commencé à vivre de l'anxiété, mais à un point que j'avais jamais... Au début, je croyais que j'allais mourir. Tu sais, si vous avez déjà vécu l'anxiété, ça fait que tu crois que tu vas mourir. Tu crois que tu vas littéralement mourir. Je sais, j'avais peur de sortir de chez moi parce que je croyais qu'il y avait une auto qui allait me frapper ou quelque chose comme ça. Puis, ma maman avait acheté un petit chien que j'ai ici à côté de moi. Je vais vous la montrer. Puis là, pour la première fois, la voici, Coco Chanel. Puis pour la première fois de ma vie, je prenais des marches. Avant ça, moi, j'avais pas le temps de prendre des marches. Parce que moi, là, j'essayais de réussir dans mon entreprise. Puis là, je voulais pas perdre du temps à prendre des marches. Puis là, je me souviens que cet été-là, en 2012, quand je savais plus que j'avais plus le contrôle. En mai, j'allais passer en cours, puis il n'y avait rien que je puisse faire, n'est-ce pas? Donc, j'avais commencé à être dans le moment présent pour la première fois de ma vie. C'est la première fois que ça arrivait, que j'étais juste là. Je me souviens que je marchais dehors, puis pour la première fois, je me rendais compte à quel point c'était beau dehors. C'est beau les arbres, la façon que les feuilles bougent. J'enlevais mes souliers quand je marchais sur l'herbe, puis là, je sentais l'herbe sur mes pieds. Puis c'était juste magnifique. Puis pour la première fois de ma vie, j'étais bien. J'étais juste... Puis c'est drôle parce que tu passes par cette étape-là qui est si difficile, mais j'étais heureuse. J'étais juste... Pourquoi? Parce que j'étais là. Le futur n'existait pas. Le passé n'existait plus. Et c'était juste le moment que j'avais. Et je me souviens qu'en octobre, le 2 octobre 2012, j'ai reçu un appel de mon avocat. Puis là, il me dit que, comme j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Et comme la mauvaise nouvelle, c'est qu'ils ont fait une erreur en cours. Puis dans cette erreur qu'ils ont faite en cours, eh bien, ils avaient mis la date pour le 1er octobre. Mais là, finalement, tu t'es pas présenté. Alors là, tu as une deuxième accusation pour non-présentation en cours. Tu es comme, bon, c'est le fun. Puis là, il dit, mais c'est vraiment bizarre parce qu'ils font jamais une erreur comme ça en cours. Et là, il dit, mais la bonne nouvelle, c'est qu'à cause que cette erreur a été commise, ils ont assigné ton dossier à une procureure cette fois-ci. J'ai parlé avec la procureure au téléphone, elle a révisé le dossier, puis elle s'est mise à rire en parlant au téléphone, puis elle a dit, mais là, franchement, là, c'est écrit dessus que c'est pas pour eux. Tu sais, ça se voit que c'est pas des vrais faux billets. Puis là, on avait une nouvelle date en cours pour le 17 octobre. Puis c'est vraiment drôle parce que je pense pas que ça, c'était une coïncidence. Peut-être une semaine avant l'appel que j'ai eu de mon avocat, c'est là que j'avais justement laissé aller. Je m'étais dit, tu sais quoi, ce qui va se passer, va se passer. Au pire, je m'en vais en prison, j'écris un deuxième livre, c'est pas grave, ça va être correct, on va survivre. Mais je me souviens, c'était la première fois que j'avais juste laissé aller. Puis j'avais aussi pris responsabilité. Je m'étais dit, pendant trop longtemps, j'étais juste pas bien, pas heureuse. J'étais pas contente avec ce que j'avais déjà. Quand j'étais déjà libre, en réalité, on est tous déjà libres, n'est-ce pas? On a tellement de liberté, surtout où on est, n'est-ce pas? On est tellement privilégiés. Puis le moment que j'ai fait comme la paix avec tout ça, puis que j'ai compris les leçons que j'avais comprises, bien, une semaine plus tard, je reçois cet appel-là de mon avocat. Le 17 octobre, je vais toujours me souvenir, je vais en cours, j'étais avec ma mère, puis là, on va... mon avocat m'avait demandé d'emmener mon livre, d'emmener toutes les choses que j'avais faites de toute ma vie. Tu sais, je donnais des programmes dans ce moment-là dans les écoles secondaires, des programmes de confiance en soi, etc., aux jeunes filles. Je faisais des cours aussi en ligne. Enfin, j'avais plein de choses que j'avais déjà faites, donc j'emmène toutes mes cahiers d'activités, je rentre comme ça en cours avec toutes mes choses. Ça a pris du temps avant que la procureure arrive. Finalement, elle arrive, elle rentre dans la cour. Elle puis mon avocat, ils sortent avec toutes mes choses. Je sais plus si c'était comme 5 minutes ou 15 minutes plus tard, parce qu'à ce moment-là, c'est comme si le temps n'existait plus. J'étais tellement nerveuse. Ils reviennent finalement dans la salle. Là, mon avocat, il va d'un côté, la procureure de l'autre. Au milieu, il y avait la juge. Là, ils appellent mon nom en avant. Là, je m'avance. Je tremblais. Mais je sentais cette journée-là que c'était la dernière fois que j'étais là. Je sentais que c'était la dernière fois que j'allais être à cet endroit-là. Puis là, je vais toujours me souvenir que la procureure, elle dit « La preuve n'est pas suffisante. Les accusations sont retirées. » Puis là, je me souviens que la juge m'a regardée droit en face, puis elle m'a dit « Madame, vous êtes libre. » Et là, je vais toujours me souvenir que ça, c'était comme le plus beau moment de ma vie. Puis c'était comme la façon qu'elle m'avait regardée, puis elle l'avait dit, c'était juste pour comprendre qu'en réalité, j'avais compris que j'avais toujours été libre. C'est comme si elle m'avait finalement dit « Bien, madame, vous êtes libre. » Puis c'était tellement évident rendu à ce point-là, c'était comme, ben oui, je suis libre, comme j'ai toujours été libre, comme on est libre justement dans la vie. Puis le moment qu'on s'en rende compte, eh bien, c'est justement là que notre liberté dans le monde externe va pouvoir se manifester. Puis ça, c'était en 2012. Avant, de 2010 à 2012, c'était
une période de résistance où il y avait justement cette résistance en moi que je n'étais pas capable de réaliser tous mes rêves. J'avançais, mais ça ne fonctionnait pas. Mais après 2012, c'est comme si tout a vraiment commencé à exploser, puis toutes les choses ont commencé à se passer dans ma vie. C'est là que j'ai commencé ma chaîne YouTube a commencé à grandir, j'ai commencé à faire des conférences partout. Bref, c'est là vraiment que les choses se sont passées. Puis je pense pas que ça soit une constance. Je pense que c'est parce que j'avais justement réalisé que toute la liberté dont j'avais besoin, eh bien, se trouvait déjà à l'intérieur de moi. Donc, j'espère que ma petite présentation d'aujourd'hui vous a plu. J'espère que ça vous a inspiré à justement aller, oui, chercher plus de liberté, mais comprendre que vous avez déjà à l'intérieur de vous, n'est-ce pas? Donc, que vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin pour réussir dans ce que vous voulez réussir. Wow! Merci, Alexandra. J'ai pris plein de notes. Puis quand tu finis en disant que la liberté est toute à l'intérieur de nous, je ne peux pas m'empêcher de penser, les mamans qui sont sur l'appel vont pouvoir le savoir, au film Les Trolls. Probablement que tu ne l'as pas encore vu parce que tu n'as pas d'enfant, mais dans le film Les Trolls, c'est tellement un beau film et c'est ça que ça dit en fait. C'est que dans le film Les Trolls, il y a les gros méchants qui, eux, croient depuis toujours qu'en mangeant des trolls, ils vont avoir le bonheur puis ils vont devenir heureux. Donc, tout le long du film, ils essaient de fuir les méchants parce qu'ils ne veulent pas se faire manger. Puis à un moment donné, à la fin du film, c'est ça qu'on dit. C'est que non, tu peux être heureux parce que c'est à l'intérieur de toi. Puis quand tu dis ça, la liberté est à l'intérieur de soi, moi, ça me touche énormément parce que c'est vraiment ça. Peu importe où on est dans notre vie, avec la pyramide que tu as montrée et tout ça, tout dépendant où on est rendu, on a un cheminement à faire vers cette liberté-là. Donc, wow, merci. Quelle histoire en plus, là, en terminant, c'est toute une aventure rocambolesque. Merci beaucoup. Je pense les gens sont très contents. Alors, je suis vraiment très contente que tu aies accepté de faire cette conférence-là avec nous. On a une petite habitude à la fin d'un appel d'équipe, c'est qu'on fait, là, je vais le dire gentiment, on fait une phase de pète. C'est-à-dire qu'on se fait une petite grimace ou un sourire coquin, simplement parce qu'on est content, on est une super belle équipe, puis voilà. Fait que, attends, je vais aller voir dans le chat. Ah oui, c'est ça, les gens disent merci, ils sont vraiment contents. Merci Alexandra. T'es fine. Donc, à go, quand je dis go, vous me faites un beau sourire ou une belle grimace comme vous voulez, simplement pour qu'on se rappelle de cette magnifique soirée. 1, 2, 3, go! Yeah! Super! Bien, merci tout le monde. Merci de votre présence. Merci énormément, Alexandra. Je vous invite à aller visiter sa chaîne YouTube, sa page, à vous procurer son livre qui est vraiment exceptionnel. Même s'il est en anglais, il se lit vraiment très bien. Et voilà. Plein de succès à toi, ma chère. Merci beaucoup. À vous aussi, tout le monde. C'était un grand plaisir d'être ici ce soir. Merci. Bye. Bonne soirée. Merci.